Vous pensez que la démocratie se joue dans l'hémicycle, sous le feu des projecteurs? Vous croyez que vos élus décident seuls, en leur âme et conscience? Détrompez-vous. Ce que vous voyez aux informations n'est que la surface. Le véritable pouvoir ne crie pas, il chuchote. Il s'exerce dans les couloirs, les restaurants étoilés et les bureaux feutrés. Derrière chaque loi, chaque amendement, chaque décision qui impacte votre quotidien, il y a des forces invisibles à l'œuvre. Bienvenue dans le monde opaque du lobbying. Ils sont partout, mais vous ne les voyez jamais. En France, en 2023, on recensait officiellement 3215 lobbies. Des groupes de pression dont le seul but est de tordre le bras de la République pour que les lois aillent dans leur sens. Ils orientent les débats, façonnent notre futur sans que nous nous en rendions compte. Et la France n'est que la troisième marche du podium européen, loin derrière la Belgique, véritable plaque tournante avec ses 12 469 organisations. Pour comprendre qui détient la vraie source du pouvoir, il ne faut pas suivre les discours, il faut suivre les lobbies. Oubliez l'image d'Épinal du lobbyiste bedonnant fumant le cigare dans une arrière-salle enfumée. Aujourd'hui, l'influence est une industrie de pointe, clinique, efficace. Certes, tous ne sont pas des mercenaires au service du pire. Certains s'imposent des limites éthiques, refusant des intérêts contraires à ceux du pays. D'autres, ONG ou syndicats, parlent pudiquement de plaidoyer. Mais ne vous y trompez pas, qu'il s'agisse de défendre l'industrie pétrolière, le syndicat de l'éclairage ou même de rendre obligatoire le port des tongs en entreprise, la méthode est la même. L'objectif est unique, influencer la politique. Comment s'y prennent-ils? Voici leur manuel d'infiltration démocratique. Tout commence par le ciblage, identifier le député, le sénateur, le maillon faible ou l'allié potentiel. Est-il neutre? Peut-on le retourner? Vient ensuite l'armement. Un élu ne bouge pas si on lui demande gentiment. Il faut lui fournir des munitions, études juridiques, analyses économiques, enquêtes biaisées. Le lobbyiste doit prouver que son intérêt privé est, en apparence, l'intérêt général. C'est ici que le système devient pervers. Une fois l'élu convaincu, ou simplement paresseux, le lobbyiste lui mâche le travail, lui fournisse des amendements clés en main. Des morceaux de loi écrits par des entreprises qui atterrissent directement sur le bureau de l'Assemblée. Une pratique courante, admise, où la frontière entre le législateur et l'intérêt privé s'efface totalement. Et si l'élu résiste, il reste la manière forte, la pression de l'opinion publique. Campagne médiatique, tribune d'experts fantômes, sondages commandés sur mesure. Le but, créer un climat favorable, une fausse évidence. Tout est bon pour faire plier le politique. Mais pour chuchoter efficacement à l'oreille du pouvoir, rien ne vaut la proximité. La technique la plus subtile consiste à devenir l'ami de l'élu. Ne pas venir seulement pour demander, mais pour aider, pour fournir de l'information, pour se rendre indispensable. Pour se faire apprécier, la boîte à outils est connue. Invitation à déjeuner, place VIP dans les stades, cadeaux. La loi fixe une limite, 150 €. Au-delà, le doute s'installe. Où s'arrête le relationnel et où commence la corruption? La ligne est infime. Donner une liasse de billets est illégal, offrir un accès privilégié est du lobbying. Certains cabinets font même des paris sur l'avenir, approchant des militants prometteurs avant même leur élection. Un investissement sur le futur. Cette présence toxique dans les couloirs du pouvoir pose un problème éthique majeur. Pourquoi la France est-elle si vulnérable? C'est un paradoxe historique. Aux États-Unis, le lobbying est un droit constitutionnel né du droit de pétition. En France, la Révolution a fait l'inverse, interdisant tout groupement professionnel par peur des corporations de l'Ancien Régime. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, la digue a cédé. Le premier grand lobbyiste français fut André Michelin. En 1910, pour vendre des pneus, il devait promouvoir l'automobile. Son coup de génie, une pétition de 200 000 signatures pour numéroter les routes françaises. Le gouvernement a plié en 1913. Michelin n'a pas fait ça pour la beauté de la cartographie, mais pour le business. La boîte de Pandore était ouverte. Mais pour chuchoter efficacement à l'oreille du pouvoir, rien ne vaut la proximité. La technique la plus subtile consiste à devenir l'ami de l'élu. Ne pas venir seulement pour demander, mais pour aider, pour fournir de l'information, pour se rendre indispensable. Pour se faire apprécier, la boîte à outils est connue. Invitation à déjeuner, place VIP dans les stades, cadeaux. La loi fixe une limite, 150 €. Au-delà, le doute s'installe. Où s'arrête le relationnel et où commence la corruption? La ligne est infime.
Donner une liasse de billets est illégal. Offrir un accès privilégié est du lobbying. Certains cabinets font même des paris sur l'avenir, approchant des militants prometteurs avant même leur élection. Un investissement sur le futur. Cette présence toxique dans les couloirs du pouvoir pose un problème éthique majeur. Pourquoi la France est-elle si vulnérable? C'est un paradoxe historique. Aux États-Unis, le lobbying est un droit constitutionnel né du droit de pétition. En France, la Révolution a fait l'inverse, interdisant tout groupement professionnel par peur des corporations de l'Ancien Régime. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, la digue a cédé. Pendant des décennies, ce fut le Far West. Jusqu'à la fin des années 2000, les lobbyistes entraient au Palais Bourbon comme dans un moulin. En 2009, un premier code de bonne conduite a été instauré, mais sans réelle contrainte. Il faudra attendre 2016 et la loi Sapin II pour créer un semblant d'ordre, le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Désormais, les lobbyistes doivent déclarer leurs actions et leur budget. Cela ressemble à un progrès, mais c'est en réalité un écran de fumée. La réglementation actuelle est un fromage rempli de trous. Si c'est le député qui sollicite le lobbyiste, ce n'est pas considéré comme du lobbying. Pas de déclaration nécessaire. C'est l'angle mort parfait. De plus, le répertoire ne donne jamais les noms des élus des marchés. Et puis, il y a ceux qui trichent. L'exemple le plus sombre reste celui de Nestlé Waters. L'entreprise traitait ses eaux minérales avec des techniques interdites. Plutôt que de se soumettre, Nestlé est allé voir le gouvernement en 2021 pour demander que la loi soit changée afin de légaliser leurs pratiques. Le scandale a éclaté, mais à ce jour, aucun lobby n'a jamais été sanctionné pénalement pour non-déclaration en France. L'impunité règne. Si vous pensez que la France est vendue aux intérêts privés, attendez de voir Bruxelles. Le cœur de l'Union européenne n'est pas seulement assiégé par les lobbies, il a été construit avec eux. On y compte environ 70 lobbyistes pour chaque eurodéputé. Dès 1958, la Commission européenne a organisé sa propre dépendance en consultant systématiquement le privé. Cette relation toxique atteint son paroxysme avec l'affaire Monsanto. En 2016, alors que le glyphosate était classé cancérogène probable, l'entreprise a déployé l'artillerie lourde. La décision finale de l'Europe s'est appuyée sur un rapport public qui n'était qu'un grossier copier-coller des dossiers fournis par le lobby de Monsanto lui-même. Ils ne se contentent plus d'influencer la loi, ils tiennent la plume de ceux qui sont censés nous protéger. Entre manque de transparence, lobbying agressif, cadeaux subtils et une justice à la traîne, le chemin pour encadrer ces forces invisibles semble infranchissable. Tant que les régulateurs copieront les devoirs des industriels, tant que les agendas des élus resteront opaques, la démocratie gardera ce goût amer, celui d'un théâtre où le public n'a pas accès aux coulisses, là où se joue la véritable pièce. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une nouvelle loi, posez-vous la seule question qui vaille. À qui profite-t-elle vraiment ?